Sunderlight Productions. Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série enregistré au pop-up store Running District imaginé par Salomon et Iron, un lieu 100% dédié à la culture du running à Paris et qui accueille tous les pratiquants et pratiquantes de course à pied, novices ou expérimentés, pour leur faire découvrir le running sous un nouvel angle et qui s'est tenu en amont du célèbre marathon parisien. J'ai eu la chance d'animer plusieurs masterclass avec les meilleurs spécialistes de la course à pied et dans cet épisode, je vous propose de découvrir une synthèse de tous ces échanges passionnants autour de la performance et de l'innovation. Et justement, on va découvrir tout de suite un de ces échanges avec Marlène Giadonolini, sport scientist chez Salomon. Et je lui ai demandé s'il existait une foulée parfaite pour être performant en course à pied, même si on n'a pas la chance, malheureusement, d'être né avec une génétique de grand champion. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose d'écouter sa réponse tout de suite. Marlène, toi chez Salomon, tu conçois des chaussures, tu as beaucoup étudié la biomécanique de course, justement la foulée. Quelle observation tu as pu faire ? Est-ce qu'il y a une foulée que tu as identifiée peut-être plus performante, ce vers quoi vous voulez emmener avec les chaussures ? C'est quoi toi ta vision par rapport à un peu la foulée idéale, si tant est qu'elle existe ? Ouais, alors pour rassurer les coureurs les plus récréatifs ici, si vous n'avez pas le temps justement de travailler sur votre foulée, c'est pas grave, parce qu'il faut savoir que naturellement, tous les mammifères, on adopte la façon de bouger qui nous est la plus économique et la plus confortable. On n'a pas envie de se faire mal, on n'a pas envie de gaspiller de l'énergie, donc naturellement, on a une foulée qui nous est la plus économique. Et c'est vrai aussi pour notre posture, on va avoir une posture qui nous est confortable, qui évite les douleurs, comme sur un vélo certainement aussi, etc. Donc naturellement, on a déjà une foulée qui est déjà la plus économique. Il y a eu des études justement qui ont étudié les différentes poses de pied, attaque talon ou attaque avant-pied, et qui ont forcé des personnes attaquant naturellement par le talon à attaquer avant-pied, et vice-versa, c'est-à-dire des personnes qui attaquaient naturellement par l'avant-pied attaquer sur le talon. Et en fait, ces deux groupes-là, c'est pas qu'il y a une technique qui est meilleure, c'est juste qu'ils sont plus économiques avec leur technique naturelle, que ce soit talon ou avant-pied. Donc le conseil pour les personnes les plus récréatives, qui ont peut-être des volumes d'entraînement plus faibles et qui ont moins de temps à allouer à ce travail de foulée qui est hyper intéressant par ailleurs pour des sportifs de haut niveau, c'est de pas essayer non plus de trop changer votre foulée, parce que comme le disait aussi Anaël, on va générer des contraintes qui vont générer d'autres problèmes qu'on n'avait peut-être pas avant. Donc en gros, le conseil, c'est si tout va bien, pas de raison de changer et travailler peut-être certaines qualités musculaires qui vont optimiser cette foulée-là, mais pas vouloir à tout prix changer d'une foulée à l'autre, en tout cas de façon drastique, quoi. Alors justement, au niveau des chaussures, c'est vrai que nous, les coureurs, on a du mal à y voir clair. Parce que on a eu les chaussures, on va dire, traditionnelles. Ensuite, on a eu les chaussures minimalistes, où là, on nous a vanté. Ça vient conforter ce que tu nous dis. Finalement, c'était l'argument du minimalisme. On va essayer de redonner la foulée la plus naturelle qu'elle soit possible aux coureurs à pied. Et puis là, on repart sur des chaussures maximalistes. Et donc, moi, j'ai l'impression que ça va un peu dans tous les sens. Vous, chez Salomon, quel regard vous avez par rapport à ça ? Parce que c'est difficile d'y voir clair. Je pense qu'on a appris au cours des dernières années avec ces différents courants, minimalistes, maximalistes, etc. C'est comme la foulée, on est tous différents, on a des morphologies différentes, on a des anatomies différentes, des laxités ligamentaires différentes, des antécédents de blessures, un passif de sportifs différents, et on ne va pas bénéficier des mêmes choses. Donc en d'autres termes, ce qui est bon pour toi, ça ne le sera pas forcément pour Guillaume et vice-versa. C'est pour ça que, alors entre autres chez Salomon, on essaye de vraiment adresser le besoin d'un coureur, ou pour caricaturer un groupe de coureurs particulier, parce qu'on n'est pas non plus à l'individu unique, heureusement, sinon on aurait 9 millions de paires de chaussures dans une gamme. Mais voilà, on essaie vraiment d'identifier des besoins d'un cluster, d'un groupe de coureurs qui a des points en commun, et de leur apporter une réponse qui va être adaptée à leur foulée et leur permettre d'optimiser cette économie de course à la fin. À la fin, en course sur route, le facteur clé de performance, ça reste quand même l'économie de course, comme aussi le disait Anaël avec ses prédictions à partir de ce paramètre-là, entre autres, quoi.
J'espère que ce premier extrait vous a plu. Alors comme je l'ai dit, Running District, c'est un lieu qui a été imaginé par Salomon et Iron pour tous les passionnés de course sur route. Et c'est vrai que Salomon est une marque qui a essentiellement créé sa légende autour des sports d'outdoor, notamment du trail. Pourtant, depuis quelques temps, Salomon investit énormément dans la recherche et développement pour créer des chaussures de course de plus en plus efficaces sur le bitume. Mais pourquoi une marque comme Salomon s'intéresse-t-elle à la route ? Eh bien, c'est la question que j'ai posée à Guillaume Mézinck, vice-président footwear chez Salomon, et on l'écoute tout de suite. Quand on pense Salomon, on pense plutôt à Annecy, à Chamonix, au hors sentier en fait, et pas forcément à la course sur route. Alors, qu'est-ce que Salomon vient faire dans la course sur route ? Alors Salomon a défini sa mission dernièrement, où on a essayé de réfléchir un petit peu quelle était vraiment la mission de la marque. Et la mission de la marque, c'est de connecter les gens avec la nature. Parce qu'on pense que quand les gens sont connectés avec la nature, ils peuvent avoir la meilleure version d'eux-mêmes. Et quand vous regardez la mission, en fait, historiquement, Salomon avait 3 gros segments qui étaient le sport d'hiver, l'outdoor et le trail running. Et pour connecter encore plus de gens à la nature, il fallait qu'on vienne en ville et il faut qu'on commence à connecter avec tous ces gens qui habitent en ville. Et naturellement, les deux endroits où on peut connecter, c'est soit le sport style avec des sneakers qui sont toujours des chaussures d'outdoor, une vraie expression de l'authenticité de Salomon, mais illustrée dans des tendances. Et puis la deuxième partie, c'est la course à pied sur route. Pourquoi ? Parce que même s'il y a un rêve de trail running, même s'il y a un rêve de connexion, le matin ou le soir, quand il faut aller s'entraîner en ville, on a besoin de chaussures de route. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les coureurs sont de plus en plus hybrides. Alors, voilà, moi, je ne suis pas très vieux, mais quand j'ai commencé à la course à pied, on s'apercevait qu'il y avait quand même des clans, des triathlètes, des trailers, des coureurs sur route, voire même dans les coureurs sur route, tu avais les marathoniens, les pistards, les crossman. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les cloisons sont en train de s'effondrer. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie polyvalence. Est-ce que ça, vous le constatez vous aussi dans des études, qu'aujourd'hui, les coureurs, ils ne se privent de rien et ils écoutent leur envie. Ils ont un besoin de liberté, un besoin de nature et ils vont là où leur cœur leur dit d'aller. Alors je pense que d'abord, c'est le premier point, c'est le besoin de liberté. C'est-à-dire que c'est la volonté de bouger. Alors en plus, on a eu le confinement qui a un peu accéléré ça parce qu'on s'est rendu compte que c'était important de sortir et de se bouger. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une aspiration dans la société, running ou pas running, de dire on veut aller dehors, on veut être actif et plus actif que ce qu'on a pu être dans le passé. Après, la deuxième chose, c'est que chaque sport a sa propre culture, mais finalement, la pratique, elle est aussi drivée par des technologies. Et en fait, il y a eu un moment dans le marché, il y a une dizaine d'années, une transformation du marché où d'un coup sont arrivées des nouvelles technologies, des nouvelles tendances. Le trail en a été une. Et puis après, il y a eu aussi des tendances du type le minimalisme. Donc d'un coup, on a découvert qu'on pouvait courir différemment, que la technique de course était importante, alors que chacun courait un petit peu comme il pouvait. Et puis après de ça, il y a eu le maximalisme, où on s'est dit, non, mais finalement, c'est peut-être mieux d'avoir du confort, les blessures, peut-être une solution un peu magique à la blessure. Et puis les super shoes, les fameuses chaussures, où d'un coup, on peut aller encore courir plus vite. Et en fait, ces transformations de la technique ont fait que les gens se sont plus concentrés sur la pratique que finalement dans quel environnement ils allaient pratiquer. Et ça a libéré beaucoup d'aspirations en disant, dans ma bucket list, comme on dit en anglais, de dire je veux faire cette course, finalement, on est rentré dans plusieurs domaines, et le trail running, la route, parfois le triathlon pour les personnes qui sont un peu plus habiles et qui peuvent aussi faire de la nage et du vélo. Et donc l'idée, c'était plutôt de se dire je fais mon aventure et je prépare mes courses. Alors c'est vrai que tu l'as très justement dit, il y a une effervescence au niveau de l'innovation, au niveau de la technologie dans les chaussures de course à pied. Et en l'espace de 5-7 ans, on a vu beaucoup d'innovations, beaucoup de marques qui ont essayé de casser un peu les codes de la course à pied. Et ça, on le doit aussi aux nouveaux acteurs comme Salomon l'est. Et justement, est-ce qu'il y a un parti pris ? Est-ce qu'il y a une vision particulière chez Salomon dans le road running ? Est-ce que vous voulez plutôt vous inscrire dans la tendance, ou au contraire, profiter de vos regards un peu neufs, un peu nouveaux ? Quel est le positionnement pour Salomon ? Est-ce qu'il y a une ambition particulière, une envie de bousculer, ou plutôt de s'inscrire dans la tradition ? Salomon, par nature, a été toujours une marque innovante. On a commencé avec des fixations de ski, puis finalement, on a équipé tous les skieurs et même toutes les pratiques de glisse, puisque le snowboard, le ski de fond. Et puis, petit à petit, l'outdoor, le trail running, on a ce côté aventure.
ce qu'on voit aujourd'hui dans le running, parce que justement, on a parlé un petit peu de la convergence, c'est nous, on vient du trail running et le problème à résoudre dans le trail running, ça a été de faire des produits légers, mais qui continuent à avoir des fonctions de produits d'outdoor qui sont le grip, la protection, le fit pour les longues distances. Et on rentre dans un monde de running où c'est plutôt ce qui compte, c'est le corps. C'est-à-dire que la pratique biomécanique, comment le corps fonctionne, l'environnement est connu, il est plutôt plat et il est plutôt stable parce que c'est de la route. Et donc on apprend le corps, comment il fonctionne, comment on peut mieux performer, comment on peut éviter des blessures, comment la foulée, comment on peut avoir la même foulée les 100 premiers mètres jusqu'aux 10 km, aux 20 km, voire aux 42 km pour des marathoniens. Et donc, il y a une compréhension scientifique et on pense que Salomon, qui se définit plutôt comme un alchimiste de réunir les opposés, doit avoir un vrai point de vue en se disant si on comprend bien le corps de l'athlète et du coureur et on comprend aussi bien son environnement, on devrait avoir un point de vue complètement différent sur les produits. Et ce sont les nouveaux produits qui vont arriver petit à petit, chapitre par chapitre, dans les innovations qu'on va apporter au marché. Alors justement, en parlant d'innovation, vous avez déjà sûrement entendu parler des chaussures à plaques de carbone. Mais sont-elles les nouvelles armes des runners pour exploser leurs records ? Eh bien, j'ai posé cette question à Anaël Aubry lors d'une masterclass. Anaël, c'est un sport scientist qui est passé par l'INSEP. Il s'est également occupé de l'équipe de France de triathlon et plus récemment du demi-fondeur Pierre-Ambroise Boss. Et je vous propose d'écouter sa réponse. Alors justement, Anaël, vous avez étudié l'impact des chaussures sur la performance des athlètes de manière totalement indépendante, parce que tu as aussi des enjeux, parce que chaque athlète a aussi ses marques d'équipementier. Et c'est vrai qu'il y a quand même des modes, il y a une notion aussi de marketing autour de tout ça. Toi, justement, tu as étudié ça avec l'équipe de France de triathlon, Vincent Louis, Léonie qu'on parlait, mais aussi plus récemment avec Pierre-Ambroise Boss. Est-ce qu'il y a une chaussure, une innovation qui va du coup s'adapter à 90% des coureurs? Qu'est-ce que vous avez découvert? Écoute, pour le triathlon, la problématique, tu l'as cernée, c'est qu'ils étaient tous sous contrat avec des marques. Donc il fallait essayer de trouver les chaussures qui leur correspondent le mieux dans une marque qui peut-être ne leur correspond pas le mieux, mais avec des enjeux économiques qui sont importants pour eux. Avec Pierre-Ambroise, c'est plus récent et pour le coup, je pense que ça va être beaucoup plus parlant avec tout ce qu'on vient de se dire. Pour le coup, lui, c'est un bon exemple, c'est qu'à l'approche des Jeux de Tokyo, il ne renouvelle pas son contrat avec Puma qui pouvait être renouvelé. Et donc, depuis l'an passé, il est sponsorisé par un revendeur. Et où du coup, on a eu la chance l'an passé de tester une dizaine de modèles sur tout ce qui existe comme type de chaussures. Donc des chaussures très lourdes jusqu'à la plus performante sur la piste, pour faire simple. Donc en gros, on avait une 50aine de paires de chaussures. Donc tu t'es pas cantonné qu'au carbone, tu as vraiment voulu challenger tout ce qui existait sur le marché. Complètement, parce que du coup, il s'entraîne avec des carbones, mais c'est une minorité de son entraînement, le carbone. Un exemple typique, c'est que celle qui met le plus, ça va être des chaussures très lourdes le concernant. Et encore une fois, par rapport à ce que tu disais, c'est un athlète qui est très, très unique. Mais je pense comme on l'est tous, comme on se l'est dit avant, on a tous une foulée différente, on a une histoire différente, on a des antécédents de blessures différents, on a un parcours suivant les disciplines qui est différent, on a un poids différent, enfin bref, énormément de choses. Typiquement, le bon exemple, c'est que Pierre, il se sent pas bien dans des chaussures trop légères et où, en fait, il a tellement de puissance au sol qu'il faut quand même qu'il se passe quelque chose quand son pied touche le sol. Et le bon exemple, d'ailleurs, on en parlait tous les deux il y a quelques semaines quand on s'était croisés, une bonne anecdote là-dessus. D'un côté, on faisait des analyses très scientifiques avec des capteurs de puissance, des accéléromètres, de l'analyse vidéo, etc. Sans lui dire ce qui se passait pendant les tests. Donc c'était à la fois des allures lentes jusqu'aux allures de course, suivant les chaussures qu'on testait. Et lui, derrière, nous faisait plein de retours en termes de perception. Et en fait, ce qu'il y avait de super, c'est que c'est un athlète qui ressent vraiment tout. Donc nous, on a halluciné, c'est qu'il était capable de nous dire, dans cette marque, je sens que là, j'ai l'impression qu'il y a une barre qui est là de tel côté, il se passe telle chose, là, ça me renvoie plus de telle façon, etc. Et le revendeur nous disait, mais c'est dingue, parce que c'est tout ce que je connais de la chaussure. Et en fait, ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est que lui, les Nike carbone étaient plus intéressantes que ses anciennes Puma non carbone, mais elle faisait partie de celles qui lui correspondaient le moins en termes de qualité, parce que justement c'est quelqu'un qui a développé au fil de sa carrière ce qu'on essaye de développer dans ce type de chaussures, et donc ça devenait presque contre-productif. Oui, c'est intéressant parce que du coup il faut vraiment sortir du schéma, que il y a eu un modèle qui correspondrait à toute typologie. Alors justement, Marlène, vous avez étudié un peu l'impact des plaques carbone. Alors quand elles sont arrivées au début,
voilà, il y a eu une espèce de folie autour de ces chaussures. On entendait, on pouvait lire des journalistes dire qu'on allait gagner 5 secondes au kilomètre. Donc rendez-vous compte. C'est-à-dire je les mets, je fais mes 1000 en 3,20, c'est-à-dire que je peux les faire en 3,15 avec les mêmes données cardiaques. Enfin, on parlait de moteur aussi dans les chaussures. Vous avez chez Salomon essayé un peu de benchmarker puis d'étudier un peu ces plaques carbone chez des athlètes de haut niveau, chez des athlètes aussi à 15 km/h, voire en dessous, voilà, avec un panel assez large de tout profil différent. Quelle est votre conclusion sur ça ? Déjà, on a essayé de comprendre comment ça marchait ces chaussures donc, avant cette étude-là, hein, parce qu'on dit toujours les chaussures à plaques, les chaussures à plaques. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ça sur cette chaussure. Il y a 3 éléments. Il y a une géométrie qui est assez courbée, il y a des mousses qui sont plus rebondissantes et il y a une plaque carbone. Et parmi ces 3 éléments, c'est loin d'être le plus important, la plaque carbone. C'est plus un argument marketing en fait. C'est un argument marketing, carbone, on et pense les à gens la ils F1, mettent on pense au vélo. tout un imaginaire derrière. Je pense qu'on a tous vu cette vidéo d'un mec sur un terrain de foot américain qui plie la plaque carbone et elle saute 10 mètres en l'air. Là. Non, ça marche pas comme ça, il n'y a pas d'énergie retour déjà, je vais casser le mythe, il n'y a pas d'énergie retour. Pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, quand vous courez, vous allez appliquer à peu près 200 kg au sol pour avancer, c'est énorme quand même. À une certaine vitesse de, on va dire, 12 km/h, ce qui voudrait dire qu'en 20 millisecondes, il y a une plaque qui soit suffisamment, qui ait les propriétés pour envoyer 200 kg au minimum, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc en fait, c'est plutôt un effet de rocking chair en fait, que crée cette plaque carbone-là. Et effectivement, comme tu le disais, nous, on s'est vraiment attaché à comprendre, ok, toutes ces études-là, elles ont été réalisées, et ce 4%, il est vrai là. La question qu'on s'est posée, c'est de dire toutes ces études-là, elles ont été conduites sur des élites, sur des coureurs élites qui couraient à chaque fois entre 18 et 21 km/h. Or, la médiane du marathon, du temps au marathon, elle est au-delà des 4 heures. Donc on s'est dit, ok, est-ce que ces technologies-là sont adaptées à ces personnes-là ? Donc en gros, on a testé différentes raideurs de plaques, plaques carbone et puis des plaques un peu moins raides, on va dire, sur un échantillon de 100 coureurs. Et en gros, ce qu'on a vu, c'est que les coureurs qui couraient à 15 km/h et au-delà bénéficiaient et effectuaient effectivement d'une plaque carbone. Ils avaient une meilleure économie de course avec la plaque carbone. Par contre, il y avait tout autant de personnes qui avaient des allures de course plutôt en deçà de 12 km/h, voire 10 km/h, qui détérioraient l'économie de course en mettant une plaque carbone. Donc c'était pire pour eux, c'est un effet. C'était pire pour eux. Et au milieu, il y avait ce qu'on appelle les non-répondants, c'est-à-dire les gens, on leur met l'une ou l'autre, ça n'a pas trop d'effet en soi. Donc pour eux, il faudrait encore autre chose peut-être pour. Donc et ça en rapport au pourcentage, c'était combien par exemple J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois qu'on était peut-être à 27% ou entre 27 et 30%. Donc il y a quand même 30% de personnes qui ne répondraient pas. Ouais, exactement. Voilà. Donc voilà, pour nous, ça a été hyper intéressant à dire, toujours dans cette démarche de dire. On n'a pas besoin des mêmes choses. Que faut-il pour un coureur qui a plutôt un pacing aux alentours de 12 km/h, voire moins, pour un coureur qui est au-delà des 15, etc., etc. Là, on avait raisonné uniquement sur la raideur de la plaque. On n'a pas travaillé, on est en train de travailler maintenant plus sur les mousses. Mais voilà. Donc, et encore une fois, point intéressant aussi sur les sensations, sur toi, tu as envie de te sentir confort dans tes chaussures. C'est totalement ce qu'il faut vous dire quand vous choisissez une paire de chaussures, parce que il y a des études qui ont montré qu'on était le plus économique avec la chaussure qui nous paraissait le plus confortable. Donc si on est confort, on va être économique. En tout cas, vos sensations sont peut-être l'outil de mesure le plus important. Alors justement, comment choisir une paire de chaussures qui correspond parfaitement à notre morphologie, à notre foulée et à nos attentes ? C'est la question que j'ai posée à l'athlète de haut niveau Guillaume Ruel, un spécialiste de l'ultra-distance qui performe aussi sur marathon. Pour lui, la chaussure est un facteur clé de performance. Alors comment fait-il pour la choisir ? Il nous l'explique. Comme on l'a dit, je pense que chaque coureur a sa chaussure de prédilection en fonction de comment il court, en fonction de comment il s'entraîne. Je pense que c'est important déjà d'avoir une diversité de chaussures. Alors parce que finalement on passe quasiment, moi pour mon cas personnel, je passe quasiment 70% de mon temps avec des chaussures plutôt assez lourdes, typées footing, parce que finalement le plus important c'est de ne pas se blesser à l'entraînement. Donc forcément on ne cherche pas forcément le dynamisme à l'entraînement toujours. Après, quand on parle de performance, quand on parle de compétition, c'est vrai que moi j'aime bien les chaussures dynamiques au sol, mais un dynamisme où on a quand même, encore une fois, une économie de course, où on se sent maintenu d'un point de vue amorti. Et en fait, c'est un peu le bon compromis entre le dynamisme
et le bon amorti et le confort. Parce que sur des distances très longues, si on a énormément de dynamisme et très peu de confort, finalement, on se retrouve à cramper ou à avoir des douleurs musculaires. Donc, c'est pas forcément tenable sur les longues distances. Donc, il faut vraiment trouver chaussure à son pied, comme on dit. Et je pense que c'est un des facteurs clés de la performance. Après, je pense que sur l'ère carbone, je pense qu'on en a un petit peu trop fait ou un peu beaucoup fait, parce que je pense que, comme Marlène va le dire, je pense s'il n'y a pas que la plaque, il y a toute l'innovation sur la chaussure qui est importante et toute la construction. Alors on ne va pas se mentir, pour choisir une paire de running, de plus en plus de coureurs vont porter une attention particulière au design de la chaussure. Et justement, le monde de la mode et le monde de la course à pied entretiennent des liens de plus en plus étroits. On peut citer par exemple la chanteuse Rihanna, qui a porté une paire de Salomon lors du Super Bowl, l'un des événements sportifs les plus regardés du monde, ou encore dernièrement la mannequin Emily Ratajkowski, qui n'hésite plus elle aussi à s'afficher avec sa paire de Salomon. Et justement, j'ai croisé au pop-up store Running District la journaliste de Elle, Cora Delacroix, qui a étudié les liens entre la mode et le sport, et je lui ai demandé comment elle expliquait cette relation pour le moins surprenante. Le monde du sport et le monde de la mode, comme tu dis, a priori c'est très très différent. Mais en fait, c'est deux univers qui se rejoignent sur plusieurs points. Ça fait longtemps en fait que la mode et le sport se rejoignent et s'inspirent. C'est déjà arrivé même à partir des années 20. Quand on regarde dans le tennis notamment, Suzanne Lenglen, la joueuse de tennis qui en 1925 a remporté Roland Garros, qui portait des jupes plissées signées Jean Patou, courtes et plissées. C'était quand même une révolution à l'époque. Enfin, c'est un exemple en tout cas du croisement de ces deux mondes-là. Dans les années 80-90, après on a vu l'apparition, le succès des supermodèles, les Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford pour les citer, qui avait quand même un corps mince bien sûr, mais assez athlétique. Mais c'est vrai que le sport, je pense, a pris une telle, en tout cas les athlètes aussi ont pris une telle importance. C'est des figures hyper suivies sur Instagram, etc. Bien sûr, que pour les marques aussi c'est valorisant soit de travailler avec des sportifs, des athlètes ou autres, et aussi c'est valorisant pour une marque de promouvoir ces valeurs en fait, du sport, du dépassement de soi, des liens entre la mode et le sport. J'espère que cet épisode hors série en immersion au Running District by Salomon et Iron vous a plu. On se retrouve dès vendredi prochain pour un épisode inédit de Dans la tête d'un coureur. À très vite.